Alors on va venir à la suite du feuilleton, hein, parce que ça a continué jusqu'à après la présidentielle. Mais d'abord un petit mot sur ce geste de Denis Bertrand. Hein. Il a choqué certaines personnes qui l'ont vu comme une invitation de François Hollande à quitter la scène. Il les conduit presque, ont vu certains Ségolène Royal. Je voulais savoir ce que vous en pensiez avec un petit peu de recul. Manifestement, ce geste est remarquable. Enfin, Mais remarquable dans quel sens? Il est passionnant. Geste galant ou par geste... son ambivalence. Par son ambivalence. Est-ce qu'il la reconduit ou est-ce qu'il les conduit? Et en réalité, le geste est intéressant parce qu'il est inscrit dans un autre geste. C'est-à-dire il est inscrit dans un geste de glorification et d'acclamation. C'est le geste d'acclamation qui se prolonge sans solution de continuité en un geste de départ. C'est-à-dire ça commence bien, mais ça finit mal, c'est ça. À partir du moment où il y a une ambivalence entre la phase positive de la glorification ou la phase négative de l'éconduite ou du rejet ou de la damnation, on peut toujours choisir le versant que l'on veut dans une ambivalence. Vous choisissez lequel, vous? Moi, je crois qu'il réussit en fait à se sortir d'une situation extraordinairement complexe, c'est-à-dire que de toute façon, il ne peut pas la maintenir là, il faut bien donc qu'il l'invite à quitter la scène. Mais il lui fait même pas la bise. Ah bah, peut-être, mais enfin, c'est un moment, on sent que c'est un moment extrêmement délicat. Ça fait partie à mon avis, de ces chemins de crête nombreux où on ne peut pas aller ni d'un côté ni d'un autre sans risquer un excès, sans risquer de la reconduire comme donc vous voulez pas trancher. Moi, je crois qu'il trouve instinctivement une astuce gestuelle extraordinaire qui permet de concilier les conduites et la glorification. Bon, moi je vois que Marlène Coulommiers n'est pas d'accord. Non, je suis absolument d'accord sur effectivement d'accord sur l'ambiguïté de ce geste. L'ambivalence. Et l'ambiguïté, moi j'irais jusqu'à l'ambiguïté. Mais enfin, il a quand même été perçu par beaucoup comme un geste peu élégant. Alors était-il si habile que ça? Effectivement, c'est une scène extrêmement étrange. Il ne se touche pas. Ils ne se parlent pas, ils ne parlent pas, et cette scène nous laisse vraiment sur un sentiment d'inachevé, dont l'ambivalence du geste est, me semble-t-il, tout à fait emblématique. Donc on attend, il me semble que cette scène est un prélude, on attend quelque chose, une autre scène, plus tard. Voilà, alors il paraît qu'assez vite, on a senti l'odeur de la farine, donc le doute a été levé sur la nature du produit, mais enfin quand même, son absence de réaction est assez surprenante, et puis son commentaire aussi traduit un grand calme. Écoutez-le juste après face aux journalistes. Mais je n'ai pas vu grand-chose, il y a une personne qui visiblement était irresponsable, on va dire les choses ainsi, et qui a essayé d'utiliser cette réunion à d'autres fins. Écoutez, le principal c'était d'avoir délivré le message que je voulais prononcer sur le logement et d'avoir été bien accueilli. Est-ce que vous allez renforcer votre dispositif de sécurité après ce qui s'est passé? Non, je ne peux pas. Parce que vous êtes là, on doit travailler, je dois rencontrer des Français. Moi, je prends les risques qu'un candidat doit prendre. Si je veux aller vers vous, si je veux aller vers les Français, si je veux aller signer des pactes, si je veux aller dans les assemblées où il y a beaucoup de monde, ben je prends mes responsabilités et mes risques. Il y aura toujours une personne un peu plus dérangée qu'une autre. Il vaut mieux la mettre de côté. Si vous la trouvez, évitez qu'elle vienne vers moi. Mais autrement, écoutez, c'est les risques du métier. Voilà, les risques du métier. Finalement, il est presque prêt à ce que ça se reproduise, on pourrait penser. Christophe André, alors vous qui êtes comportementaliste, que pensez-vous de sa réaction? Parce que quand même, il a été attaqué, on s'attendrait à ce qu'il soit déstabilisé, et visiblement non. Non, il est excellent. Moi, j'étais très impressionné par cette petite vidéo parce qu'il n'a même pas, quand on regarde bien les images, il n'a même pas la réaction de sursaut. Bah oui, qui est une réaction complètement spontanée, on va dire épidermique, quoi. Et on dirait un moine zen qui a passé des années à contrôler ses réactions émotionnelles. On sait par exemple que si on tire au fusil derrière eux, ils ne sursautent pas. Et là, François Hollande fait une démonstration incroyable. Et alors, on n'arrive pas à savoir si effectivement... Mais on voit l'image, d'ailleurs, c'est vrai, rien du tout. Il baisse la tête, mais rien d'autre. On est comme si vraiment c'était un expert de la régulation émotionnelle. C'en est peut-être un d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est de se demander s'il est passé finalement par cette étape de self-control ou bien s'il était figé
Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où George Bush Jr. apprend l'histoire des Twin Towers, il n'a pas de réaction, il est pétrifié. il atone également. Et lui, on voit très bien qu'il est pris dans... Vous savez, lorsqu'on est très stressé, il y a les 3 F, fight, flight or freeze, c'est-à-dire le combat, la fuite ou la sidération, on peut la dire. sidération, voilà. Donc, est-ce que c'est de la sidération? J'ai pas l'impression, parce qu'il se Non, retourne parce qu'il bouge un peu alors tranquillement, il qu'effectivement, regarde. ouais. Et moi, je crois que c'est vraiment un vrai talent émotionnel. Alors, mes collègues pourront sans doute en dire davantage, mais sur ça, moi, je suis vraiment admiratif. Je trouve que là, on a une démonstration de la manière dont on peut gérer les impondérables avec tranquillité. Alors on va voir les autres, effectivement, parce que Christine Malavergne, quand on préparait l'émission, vous me disiez effectivement que l'image là qu'il a renvoyée de lui, finalement, correspond à celle qui nous renvoie habituellement, quoi. Il nous fait du François Hollande, selon vous. Est-ce que vous êtes surprise par sa réaction? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses dans la séquence. D'abord, premièrement, il n'était pas du tout dans l'axe visuel de ce qui se passait. Oui, il l'a pas vu arriver sur lui. Il l'a vraiment pas vu. Donc, on peut dire que l'effet de surprise est moindre. Il tournait la tête, il s'occupait d'autre chose. Alors, c'est quelqu'un dont on peut dire que sa grande tendance, quand même, et d'être tellement centré sur tout ce qui est effectivement, c'est un homme concentré, c'est un homme qui va être capable de maintenir souvent des propos extrêmement rationnels dans beaucoup de débats. Oui, c'est quelqu'un qui cherche à maîtriser ses émotions en général. Exactement, et moi ça m'a fait penser quand même à une espèce d'hyper-adaptation, une espèce, donc il y a toujours un effet chez lui de désirabilité sociale, ce qui est effectivement vouloir toujours avoir... Collé à la situation, quoi. Et puis vouloir qu'on m'aime, entre guillemets. Hein. Je veux que l'autre me trouve bien, alors, je veux que l'autre me reconnaisse. Cette hyper-adaptabilité que vous soulignez, là, elle se manifeste en une fraction de seconde, tout de suite. C'est du réflexe. Et en même temps, je trouve que ça va bien avec le côté où il a une très très grande maîtrise, que vous disiez, parce que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, on sait qu'il a un hyper contrôle des émotions négatives. C'est-à-dire, je pense que si on était... s'il passait un test de personnalité, comme on peut en passer... Il en passe un, là, attention, il y est déjà, non, là. Un test, comme on en a certains, etc. Je pense que là, il coterait vraiment sur le côté impénétrable, presque indifférent, une grande distance. Oui, indifférent. En 2007, on parlait du travail. Eh bien, dans cet entre-deux tours, on parle du vrai travail. On écoute. Alors on me dit, mais qu'est-ce que c'est le vrai travail? Je vais vous expliquer ce que c'est que le vrai travail. C'est celui qui a construit toute sa vie sans demander rien à personne. Qui s'est levé très tôt le matin, couché très tard le soir, qui ne demande aucune félicitation, aucune décoration, rien. C'est celui qui a commencé tout en bas, qui s'est hissé le plus haut possible et qui se dit « Je veux que mes enfants puissent vivre mieux que moi et commencer plus haut que moi. » Le vrai travail, c'est celui qui se dit « Oh, j'ai pas un gros patrimoine, mais le patrimoine que j'ai, j'y tiens, parce qu'il représente tellement de sueur, tellement de milliers d'heures de mon travail, tellement de peine, tellement de sacrifices, tellement de souffrances. Ce patrimoine-là, on ne le volera pas, parce que c'est le mien, c'est celui de ma famille. J'ai trimé pour ce patrimoine-là, et j'ai pas l'intention de m'excuser d'avoir construit cette vie. C'est ça, le vrai travail. Donc, travail en 2007, vrai travail. Elle se lève tôt en 2007, elle se lève très tôt aujourd'hui. Alors, Denis Bertrand, question, comment qualifiez-vous l'évolution du discours de Nicolas Sarkozy entre 2007 et aujourd'hui? C'est la même chose ou c'est pas tout à fait la même chose, du moins sur ces thèmes en particulier? C'est une intensification. Et il y a un lapsus tout à fait intéressant. On me ne le volera pas. Et alors, c'est quoi ce lapsus? Ce lapsus est intéressant parce qu'au lieu de dire on ne me le volera pas, il dit on me ne le volera pas. C'est-à-dire qu'il met le me en premier. Et il pose le sujet personnel qui fait irruption comme par effraction
sur le devant de sa parole. D'accord. Alors, Julien Wolfray, vous justement qui aviez suivi de très près pour le coup la campagne de 2007, quand vous réécoutez ça, est-ce que ça vous fait la même impression qu'à Denis Bertrand? Vous vous dites aussi, c'est plus violent? Bon, le thème du travail et le thème était un thème tout à fait central de la campagne de 2007. Ouais, mais avec une intensification. Oui, enfin avec une intensification, avec un renouvellement dans les mots, avec quand même, ça refait partie du corpus et des valeurs qui sont mises en avant par Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Toute une série de thèmes sont quand même sont assez identiques à la campagne de 2007 sur les valeurs. Les valeurs sont les mêmes. Ça a été à la fois, à mon avis, une analyse de la part du président sur le fait que les Français avaient quand même des attentes encore très fortes concernant ces valeurs-là. Donc ça correspond à quelque chose qu'il ressent du pays, qui est à mon avis assez juste. Et puis ensuite, il renouvelle les mots. Alors on dit violence. Bon, voilà, le vrai travail, c'est surtout par rapport à l'opposition au statut. C'est la volonté de créer un clivage. Ah, c'est ceux qui ne sont pas sur c'est le clivage entre le statut et le travail. Voilà, c'est à mon avis l'idée de dire qu'on est dans une société, encore en France, avec beaucoup de statuts. Et donc, voilà, ce statut très protecteur arrive au bout. Le modèle social est quand même en cause aujourd'hui. Pour pouvoir le protéger, il doit se renouveler. Que faisons-nous de ces statuts? C'est la question qui est posée là. Alors, vous avez dit effectivement la phrase j'aime pas les riches, qui mime et imite François Hollande, cette fameuse phrase de François Hollande très très courte. Je vous propose de la réécouter, lâchée lors d'un débat en 2007 face à Michel Alliot-Marie. Écoutez. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Oui, je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Voilà, c'est très court, c'est fugace, mais on sent vraiment le cri du cœur. J'aime pas les riches. En revanche, le mot riche, lui, il semble bien l'aimer puisque ce mot, il l'emploie régulièrement, y compris dans des discours écrits, travaillés. Exemple, à La Rochelle, face à un public acquis. Il ne faut jamais désespérer de l'être humain, même quand il a de l'argent. C'est vrai, regardez, j'y reviens parce que pour moi, c'est un plaisir que je goûte à chaque instant. De voir ces manifestations de riches, ces cortèges qui se constituent, ces pétitions qui s'écrivent pour demander, pour les plus riches d'entre nous, enfin pas ici, mais peut-être sont-ils venus cette fois-ci à l'université d'été de La Rochelle. Et qui demandent, implorent, prient pour être taxés, enfin. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, n'a pas cédé, il tient bon. Mais qu'ils nous attendent, nous arrivons. Alors, deux contextes évidemment radicalement différents. Le mot lâché comme ça dans un débat, le discours écrit, préparé, mais on a l'impression que ce sont un peu les deux facettes, les deux faces d'une même pièce. Alors, je voulais savoir, Jean-Pierre Winter, que pensez-vous de ces deux manières de parler des riches? Est-ce qu'elles se retrouvent quelque part? On a l'impression quand même, c'est eux, ils. Ce qui frappe tout le monde, c'est la façon ironique, humoristique, irrésistible qu'il a d'en parler. Et ça porte d'autant plus que l'humour, ça va directement chercher les gens à qui on s'adresse du côté de l'inconscient. Freud a écrit un bouquin qui s'appelle Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, et c'est pas pour des prunes qu'il a fait ça. Il va chercher qui là Alors là, il va chercher ce qui en nous, en chacun d'entre nous, s'insurge. Non pas contre les riches, et on l'entend bien dans la façon dont il ironise. C'est pas tellement les riches, c'est l'exhibition de la richesse, c'est l'indécence de la richesse, c'est la façon de se prévaloir de sa richesse pour se croire au-dessus du lot commun. C'est ça le plus fort.